Mon mot de minuit est avortement, parce que le droit à l'avortement, c'est le droit qui a permis aux femmes, dans les années 70, d'initier une dynamique d'émancipation qui fait que nous sommes aujourd'hui plus libres que jamais, mais aussi toujours vigilantes, parce que le droit à l'avortement se trouve menacé depuis que le juge Kavanaugh a été confirmé à la Cour suprême américaine. Mon mot de minuit est certitude, sans doute au pluriel. Je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup de certitudes, j'espère ne pas en avoir trop, car ceux qui en sont pétris, généralement m'inquiètent. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Lutter contre l'immédiateté, prendre le temps de lire et prendre le temps de découvrir de jeunes auteurs qu'on ne connaissait pas. Je ne connaissais pas Joseph Andras, dont l'éditeur de référence est Actes Sud. Joseph Andras qui publie Kanaki, et ce romancier interroge les événements troubles de l'histoire française. Par exemple, ceux de 1988, la grotte d'Ouvéa, nous sommes en Nouvelle-Calédonie. Et dans ce livre, Kanaki, Joseph Andras essaie de cerner la personnalité du leader qui avait enlevé un certain nombre de gendarmes français, du leader de cet enlèvement, baptisé terroriste par les autorités françaises. C'est Alphonse Dianou qui a été tué au moment de l'assaut de la grotte d'Ouvéa. Il avait 28 ans. Et voici comment sa femme, qui s'appelle Hélène, interrogée par le romancier, parle de lui. Comment entend-elle le basculement du père de son fils ? Qu'a-t-il pu se produire pour qu'il ait troqué son pacifisme rigoureux contre une prise d'otage ? Entouré de frères d'armes, fussent-ils mal équipés et fort peu entraînés, quoi qu'aient pu prétendre certains commentateurs ? Existe-t-il un point de rupture précis, distinct, un jour où le tissu craqua ? Je n'ai pas vu ce basculement, mais il était devenu plus ferme, oui, m'explique-t-elle toujours aussi posément. Je savais pourtant, au fond de moi, que la non-violence resterait en lui. D'ailleurs, quand il est mort, il avait un casse-tête en bois et les autres des armes à feu. Kanaki, Joseph Andras, Actes Sud. La femme d'Alphonse Dianou s'appelle Hélène. Étonnant, la femme dont il est question, toujours de Joseph Andras, de nos frères blessés, c'est un livre précédent, toujours chez Actes Sud. Il s'agit de Fernand Yveton, qui a été décapité en 1956, militant communiste, à l'occasion des événements, disait-on à l'époque, des événements d'Algérie. Et même chose, Joseph Andras questionne ce personnage dans notre histoire et dans les événements troubles de notre histoire. Et je lis dans son livre ceci: la femme de Fernand Yveton, hasard, s'appelait également Hélène. Et Hélène n'aima pas en revanche l'arrogance quotidienne qu'elle décelait, ou plutôt constatait, tant rien n'était et n'est caché des Européens à l'égard des musulmans. Elle ne tarda pas à entrevoir l'inventivité verbale que les humains déploient pour décrire ce qu'ils n'admettent pas en leur sein: crouilles, ratons, melons, bicots, bougnoules. Elle se tenait encore des mois plus tard que l'on ne laissa pas sa place dans le trolleybus aux musulmanes en charge d'un enfant, pas plus qu'elle n'aima l'omnipotence des hommes, souvent arabes, et leurs mains mises sur les lieux publics, une présence jamais discutée, jamais évoquée, comme s'il était normal, sinon naturel, d'exclure, sans un mot, et peut-être était-ce plus violent encore, puisque parfaitement admis et intégrés, les femmes de tous les espaces de discussion. Joseph Andras, de nos frères blessés, Kanaki, c'est publié chez Actes Sud. Fernand Yveton a été décapité. À l'époque, ni Mitterrand, ni le président de la République à l'époque n'étaient intervenus pour accorder leur grâce. Ça tombe bien, on va parler dans cette émission du féminin, et on va parler également de la peine de mort. C'est des mots de minuit, vous êtes chez vous, en voici le sommaire. Désexualisation des fonctions sociales et des rôles familiaux toujours à l'heure. Égalité des sexes, approchée mais encore à gagner. Le combat féministe, la révolution du féminin sont au cœur des essais de Camille Froidevaux-Métairie, professeur de sciences politiques. Entre aliénation et émancipation, aujourd'hui c'est la corporéité des femmes et ses événements, ménarche, ménopause par exemple, qu'elle interroge.
ainsi d'un paraître qui redoublerait l'être, ainsi de la non-maternité comme ultime émancipation. Des essais bienvenus, éclairants, prospectifs, un an après la naissance du mouvement MeToo. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, une antienne chez Démos de minuit. Lindy Lou, juré numéro 2, est un documentaire signé par Florent Vassaux. Lindy Lou est pour la peine de mort, Lindy Lou vote la mort pour Bobby Wilcher. Mais quand le crime a changé de côté, cette Américaine bien sous tout rapport doit affronter sa culpabilité. Le documentariste l'accompagne dans ce road movie à la recherche des 11 autres jurés qui ont décidé d'un assassinat légal. Lindy Lou avait été laissée à ses remords par des amis et une partie de sa famille. Elle y trouve un apaisement. Au-delà du drame personnel, un film sur une société et un État, le Mississippi, tellement croyant mais plus complexe que dans les a priori. Musique également dans cette émission avec Raphaël Lanader, dite Elle, comme la lettre, poétique, réaliste, elle signe chanson. Démos de minuit 570, entrez, vous y êtes chez vous. Le féminin et la peine de mort sont les deux sujets des mots de minuit aujourd'hui. Le féminin avec Camille Froidevaux-Métairie, dont je viens de parler dans le sommaire, le corps des femmes, la bataille de l'intime, on va y venir dans une seconde. Et puis la peine de mort avec Lindy Lou, jurée. Un mot sur vous qui êtes monteur de films, et par ailleurs documentariste, donc la question est au documentariste. Quelle est cette obsession, entre guillemets, que vous avez pour la peine de mort? Il y a Onk, il y a aujourd'hui Lindy Lou jurée, il y a quelques années de différence entre ces deux films. Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, vous allez interroger la peine capitale et ce supplice? Et ce supplice. Mais pour moi, c'est pas une obsession. En réalité, le premier film, Onk, ça n'a pas été un accident, mais presque. J'ai fait le film avec un sociologue qui devait faire un rapport d'enquête et qui a eu envie de faire un film en plus de son enquête. Et je me suis retrouvé projeté dans ce projet un peu comme ça. Puis après, j'ai un peu pris la main sur le film et fabriqué le film. Mais j'étais le grand naïf de cette histoire et je me suis pris, à ce moment-là, la violence de la peine de mort vraiment en pleine figure. Et ça a été vraiment un moment assez bouleversant pour moi. Et c'est à l'occasion de ce premier film que j'ai rencontré Lindy Lou, qui est le sujet donc de ce documentaire. Et je ne pensais pas faire un nouveau film sur la peine de mort. En réalité, c'est la personnalité, la personne de Lindy Lou qui m'a ramené vers ce film et vers ce sujet. Lindy Lou est une femme policière, par ailleurs, Ouais. qui fait partie de ce jury de 12 personnes qui a condamné à mort l'assassin de 2 femmes. Et ce que vous explorez, c'est à la fois sa honte, sa culpabilité, alors qu'elle pensait pouvoir donner la peine de mort, et cette chose dont elle n'arrive pas à se débarrasser, et pour laquelle elle va interroger les autres membres du jury dans un road movie qui se passe dans le Mississippi. Camille Froidevaux-Métairie, le corps des femmes, la bataille de l'intime, Philosophie, magazine, éditeur, et puis précédemment chez Gallimard, la révolution du féminin. Peut-être une question, vous êtes universitaire, vous êtes à Reims. Est-ce qu'on dit féminin ou qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Que faut-il dire? Féminin, féministe, femme? Quel est le... Commençons par dire féminisme. Mon livre parle d'abord du féminisme à travers le prisme du féminin, précisément, aujourd'hui. Ce dont il est question, justement, dans mes travaux, c'est de réinvestir la question du féminin en la désinsérant de l'ornière essentialiste ou différentialiste, c'est-à-dire essayer de réfléchir
à des thématiques proprement féminines, sans pour autant proposer quelque chose comme un éternel féminin qui serait caractéristique commune à toutes les femmes. Non, le propos, c'est simplement de mettre au jour ce qui, dans l'existence, j'allais dire, quotidienne des femmes, qui a rapport à leur corps féminin notamment, engage pour elles des problématiques qui font signe vers des combats féministes. Avec cette formidable expression que vous trouvez, l'être humaine, qui conclut la Pour tout vous révolution dire, c'est le titre que j'aurais aimé donner à cet ouvrage, L'être humaine. Mon éditeur a préféré à la révolution du féminin pour des raisons qu'on peut peut-être comprendre, sans doute. Éditorial bien senti. Voilà, donc je me suis contentée de le donner comme titre à la conclusion. Je vais vous taquiner pour commencer ce livre avec ceci. Ce que les spécificités du masculin ont toujours été dissimulées, c'est que les spécificités du masculin ont toujours été dissimulées sous la généralité de l'universel. Les hommes vivent ainsi comme si elles n'étaient qu'incidentes, s'exprimant seulement dans les moments de la passion et de la rencontre sexuelle. Le reste du temps, ils seraient les représentants du genre humain, des personnes génériques. Voilà comment s'entretient le mystère, l'énigme, l'indicible du corps masculin. Pourtant, si l'inédit foncier de leurs conditions impose aux femmes de s'approprier les versants abstraits et concrets de leur existence, cette exigence pèse aussi fortement sur les hommes. Je me permets de commencer par ça, et j'ai dit que c'était une taquinerie, simplement quand on sort de la lecture de vos livres, et la remarque vous a été faite aussi par votre voisin, on se dit, mais l'homme n'a jamais été questionné de cette manière-là. Il a pu être questionné sur le pouvoir, le politique, la démocratie, etc., etc., mais jamais sur son intimité. La littérature sur l'intimité de l'homme existe peu ou pas. Parce que l'intime est le propre de l'existence féminine et que pour les hommes, au contraire, leur existence est elle aussi enfermée, mais enfermée dans un espace qui est, lui, public. Le mouvement d'émancipation féminine, c'est celui qui a permis précisément aux femmes de devenir des hommes comme les autres, c'est-à-dire d'investir la sphère sociale, la vie professionnelle, mais aussi, parallèlement et de façon sans doute moins évidente du point de vue des statistiques, mais à mon avis aussi irrésistible, c'est un mouvement qui a permis aux hommes de devenir des femmes comme les autres. Ce qui est intéressant. Très. Vous vous sentez une femme comme les autres? J'aimerais beaucoup me sentir une femme comme les autres, mais j'ai toujours une pointe de culpabilité là-dessus, parce que je me sens jamais assez féministe. Alors, je suis peut-être mariée, enfin je ne suis pas mariée, je vis peut-être avec quelqu'un qui s'affirme très féministe, et j'ai l'impression de ne jamais l'être assez, de ne jamais être au bon endroit, de toujours être maladroit, de ne jamais être dans les bons mots. Et je trouve ça... Et voilà, moi, ma difficulté, elle est parfois à cet endroit-là. Peut-être je suis surtout tétanisé à l'idée de ne pas être assez féministe. Ne culpabilisez pas trop. Il faut vraiment arrêter d'avoir peur des féministes. Je vous propose d'écouter Blanche Gardin. C'est une humoriste, elle est comédienne et elle est scénariste. Elle a fait partie du Jamel Comedy Club, ça c'était pour sa visibilité médiatique, et dans un rôle dans une série télévisée qui s'appelait Working Girls. Voilà. Aujourd'hui, elle fait du stand-up, elle est crue, décapante, mais toujours pleine de sens. Et je vous propose de l'écouter sur quelque chose de très précis qui va me permettre de revenir sur l'histoire du féminisme dont vous parlez, et on verra quelles sont les différentes étapes. Blanche Gardin. Ce qui nous fait flipper, nous, c'est sa pénétration. C'est pas nouveau, c'est pas révolutionnaire ce que je dis. Hein. Simone de Beauvoir, elle disait carrément toute pénétration est un viol. C'est une phrase forte. Hein. Alors évidemment, quand tes initiales, c'est les mêmes que salle de bain, a priori, t'es pas une folle du cul. Hein. Mais bon. Mais c'est vrai, il y a quand même cette idée de coercition, de domination, de violence dans le rapport hétéro. Je veux dire, enfin, la première fois au lit pour une fille avec un garçon, il s'agit quand même beaucoup pour la fille de se laisser faire. Hein. C'est ça qui se passe. Hein. Alors c'est pas du viol caractérisé, bien sûr, parce que le garçon procède étape par étape pour que la fille n'ait pas l'impression que tout ça se passe sans son consentement. Hein. C'est la technique du pied dans la porte. Hein. Très bien. Mais... Enfin, du doigt dans la chatte, en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée, quand même, hein,
il y a cette idée de violence, d'intrusion, de domination, oui, alors c'est pas du tout un procès d'intention que je commence à faire aux hommes, hein. Je voudrais pas qu'on se méprenne là-dessus, parce que c'est pas ça du tout. Voilà, je parle de l'idée de la pénétration, parce que la pénétration, c'est symboliquement, même dans cette façon d'en rire, la pénétration, symboliquement, c'est ce qui symbolise la domination de l'homme. Et la pénétration, ça sert à faire des enfants, la maternité étant l'autre centralité de la femme telle qu'elle est exposée au travers des siècles, comme dirait l'autre. Aujourd'hui, on en est sorti. Mais est-ce que vous pourriez, et c'est ce que vous faites dans la révolution du féminin, est-ce que vous pourriez nous donner rapidement les quelques étapes du féminisme qui a un peu plus d'un siècle, on va dire. C'est ça. Hein oui, alors le premier grand moment du féminisme, c'est ce que j'appelle la bataille du vote, qui est la mère de toutes les batailles, puisqu'elle va permettre aux femmes de devenir des citoyennes au même titre que les hommes. Et elle prend place à la fin du 19e siècle et elle se déroule jusqu'au début du 20e siècle. Et ce qui est étonnant dans ce moment-là, c'est que précisément, c'est au nom de leur dimension maternelle, au nom du service qu'elles rendent à la nation en éduquant les futurs citoyens, que les suffragistes françaises, mais aussi américaines, revendiquent leur participation à la vie civique. Et puis il y a ensuite un moment un peu de creux, une fois que ce droit leur aura été attribué, un moment de creux qui court jusque dans les années 60, qui s'explique pour des raisons aussi historiques, économiques, la reconstruction notamment. Et puis le deuxième grand moment, c'est la bataille de la procréation, donc fin des années 60. La grande bataille, hein, parce qu'on sort de la maternité, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'il s'agit de s'attaquer à la racine du problème, qui est l'enfermement des femmes dans la sphère domestique et leur assignation à la dimension maternelle de leur existence. C'est effectivement la grande bataille, puisque une fois qu'on aura permis aux femmes de prendre le contrôle de leur nature procréatrice, elles pourront, pour de bon, devenir, comme je le disais tout à l'heure, des hommes comme les autres. Cette bataille sera suivie d'une autre aussi importante, puisqu'à partir du moment où précisément elles peuvent investir la sphère sociale, les femmes se retrouvent confrontées dans le monde du travail à toute une série d'inégalités et de discriminations. Et la bataille qui suit, c'est donc la bataille du travail, qui consiste à essayer de faire en sorte que leur place dans la vie professionnelle soit équivalente à celle des hommes. Bon. Au passage, je précise que ces batailles sont non seulement chronologiques, mais cumulative, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on passe à la bataille suivante que la précédente est en quelque sorte reléguée dans le passé. Il y a un tuilage et il y a une addition. Voilà, absolument. Le moment qui suivra, c'est un moment qui a trait, là aussi tout est lié, vous allez le voir, à la question de la famille, la bataille de la famille qui consiste à en faciliter ou à en fluidifier les modalités, permettre aux individus de faire famille de façon différente, permettre aussi des parentalités différentes, des combats qui sont portés, bataille suivante, mais qui s'additionnent, par les féministes qui défendent la question, enfin qui partent au combat avec la notion de genre en étendard et qui vont s'attaquer, elles, à la question de la binarité obligatoire, de l'enfermement des hommes et des femmes dans les rôles masculins et les rôles féminins, et qui vont par là même essayer de, comme désormais la chose est bien connue, déconstruire les stéréotypes de genre. Et puis nous arrivons, bon an mal an, à l'orée du XXIe siècle. Alors, je vais trop vite. Oui, non, mais on va y venir là sur ce qui se passe aujourd'hui, de l'intime et de la corporéité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en vous lisant, ce qui est étonnant, c'est de trouver... Il y a peu de gens qui finalement aient vraiment compris la nécessité de la libération. C'est-à-dire que tout le monde est toujours revenu à un essentialisme ou à un universalisme qui a toujours exclu le corps des femmes, ou qui l'a toujours assigné à un rôle très précis. Parce que vous dites à un moment, quand dans une société tous les individus sont égaux en droit, il n'y a plus de féminin et de masculin. Sauf que ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'il faut que les femmes puissent, dans une liberté totale, se réapproprier leur propre corps, leurs règles, le temps des femmes, entre la ménarchie, c'est ça ? Ménarche, oui. Ménarche, hein, et puis la ménopause. Alors la ménarchie, hein, c'est les premières règles. Oui. Et je me disais, par rapport au vous dites beaucoup de choses et je voudrais réagir sur le début de votre propos, si je peux. D'accord, allez-y. Si je peux, parce que, oui, en fait, ce qu'il faut tenir ensemble, et c'est ça qui n'a pas toujours été bien compris dans ma proposition, c'est que j'essaye de mettre en évidence, d'une part, ce phénomène que j'appelle la convergence des genres. Ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les femmes deviennent des hommes. Bon. La convergence des genres, c'est-à-dire que
peu à peu, se dessine à l'horizon. C'est encore un peu lointain, un peu flou peut-être, mais néanmoins, on l'aperçoit bien nettement, un individu générique. Le fait que nous soyons, et les femmes et les hommes, progressivement désinsérés des cadres et un peu même des carcans dans lesquels nous avons été enfermés. C'est vrai dans le monde occidental et c'est vrai plutôt chez les classes... voilà. C'est vrai dans le monde occidental et c'est vrai que ça commence plutôt par l'eau, effectivement. Moi, ce qui m'importe, c'est quand les phénomènes deviennent pensables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut les réfléchir, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est engagé. Je n'ai pas besoin nécessairement d'une validation statistique massive pour penser ces évolutions. Donc la convergence des genres, c'est un phénomène crucial qui a été enclenché par les féministes, à qui on doit ce grand tournant quasi anthropologique. Et ce que je montre, c'est que dans le même temps, la question de la sexuation, c'est-à-dire le fait que nous vivions les unes et les autres dans les corps sexués, continue d'être importante et même peut-être de plus en plus désormais que nous avons la possibilité de nous en émanciper. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de réfléchir notamment la corporéité féminine et puis un petit peu parfois par petites touches la corporéité masculine, mais comme vous me le disiez, la chose reste à faire, en essayant de repérer précisément ce qui demeure par-delà l'émancipation, des mécanismes de domination qui sont du coup moins évidents, mais qui continuent de fonctionner. Mais qui sont toujours là, la publicité, absolument, etc. Je venais sur la ménarchie, c'est les premières règles. Est-ce qu'il y a un pendant masculin sur la première éjaculation? J'ai cherché le mot, je ne le trouve pas. Non, il n'y a pas d'équivalent, et même dans la réflexion, il n'y en a pas non plus. C'est-à-dire que les hommes entrent progressivement, enfin les garçons entrent progressivement dans leur état d'homme, pour ne plus jamais ou presque en sortir. À l'autre bout aussi, les choses se font de façon... Parce que pour le coup, il existe une andropause. Je suis navrée de vous l'apprendre. Simplement, elle est beaucoup plus étendue dans le temps et il n'y a pas cette espèce de couperet fatal. Oui, vous parlez du temps des femmes, oui. Qui est un temps tragique. En fait, tragiquement linéaire. Il est marqué par ces moments décisifs que sont la puberté et la ménopause, qui signalent l'entrée et la sortie de la potentialité maternelle, l'une et l'autre tout aussi indécidables qu'irrémédiables. Il est rythmé par ces événements corporels. Je remarque que dans votre livre, il y a deux types qui sauvent l'honneur, deux hommes qui sauvent à peu près l'honneur, quels qu'ils soient, que ce soit les psychanalystes, Freud, Lacan, les grands penseurs des théories libérales, etc., qui féminisent le social en permettant aux femmes d'accéder. Il y en a deux, je crois, c'est Michelet et Babeuf. C'est à peu près les deux seuls mecs qui aient voulu vraiment l'égalité totale, non ? Oui, on pourrait ajouter Condorcet, pourrait, en cherchant bien, on peut en trouver un petit peu plus, mais c'est vrai qu'il faut se poser la tête. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, on revient à la corporéité, parce que je trouve que c'est ce qui est intéressant par rapport à ce que vous évacuez dans ce tuilage de l'essentialisme, du naturalisme, de l'universalisme. Aujourd'hui, vous dites, on est à un moment charnière, il faut que dans le féminisme, les femmes puissent sans problème parler de leurs règles, puissent sans problème se maquiller si elles le souhaitent, ne pas se maquiller si elles le souhaitent, avoir des enfants quand elles le souhaitent, se faire stériliser si elles le veulent, voilà comment, à un moment, vous abordez la question de la corporéité féminine. Elle se conçoit d'abord dans les termes de la passivité. Si les femmes n'explorent pas toute leur potentialité corporelle, c'est qu'elles ont intériorisé un principe de dissociation qui fait de leur corps un objet quasiment distinct d'elles. Cette logique s'enracine dans l'expérience séculaire et quotidienne du regard de l'autre. Le corps des femmes ne cesse jamais d'être un objet de scrutation, et c'est parce qu'il est ainsi regardé qu'il n'existe que passivement. Il est touché plutôt qu'il ne touche, saisi plutôt qu'il ne saisit, bougé plutôt qu'il ne bouge. Voilà pourquoi, précise le philosophe, il est difficile pour les femmes de développer un rapport subjectif et volontaire à leur propre corps. Elles l'appréhendent comme un objet dont il faut soigner l'apparence, un outil nécessaire dans les relations amoureuses et maternelles, jamais comme capacité de mise en œuvre ou puissance de réalisation. La question de l'être dans les assignations contemporaines, du beau, de la maigreur, etc., c'est quand même quelque chose qui est extrêmement difficile à réaliser. Les injonctions, pour ce qui regarde la dimension esthétique du corps des femmes, effectivement... Or, vous faites basculer en disant qu'il y a du subjectif et de la possibilité d'être sujet, même quand on se maquille. Alors, mon approche, elle
elle s'inspire et elle s'inscrit dans la continuité du féminisme phénoménologique, inauguré par Simone de Beauvoir et puis approfondi aux États-Unis par la philosophe Iris Marion Young. Qui était celle à laquelle je faisais référence, qui n'est donc pas mais la philosophe en l'occurrence. Il n'y en a pas beaucoup là non plus. Et donc cette démarche, elle consiste à réfléchir la question du corps, à prendre au sérieux la question du corps, mais dans sa double dimension, de lieu par excellence de la domination masculine, par un côté, mais également comme vecteur possible de l'émancipation et de la libération. Donc il s'agit de réfléchir les différentes thématiques, à la fois en mettant au jour tout ce qui peut, alors prenons cet exemple du corps dans sa dimension esthétique, du corps objet du regard et de la concupiscence éventuellement. Donc les femmes subissent toute femme sait que lorsqu'elle sort de chez elle, elle sera regardée et chacune a donc à faire quelque chose avec cette image qu'elle renvoie. Donc les femmes ont incorporé cette nécessité de réfléchir, au sens d'y penser, mais aussi de se regarder dans le miroir, de réfléchir leur corps. Mais par ailleurs, et c'est l'autre versant, il faut tenir les deux ensemble, elles ont vis-à-vis de ces questions une distance réflexive, une capacité aussi de prise sur leur propre destin qui fait qu'elles peuvent éprouver ces dimensions de façon émancipatrice. Elles sont en mesure de se saisir des injonctions, de les refuser, de les transformer. Ce qui est important parce que je regrette parfois que certaines féministes soient à ce point, j'allais dire, le nez sur la domination sans voir que, d'une part, les choses évoluent, mais surtout que les femmes ont désormais, c'est très nouveau, c'est peut-être pour ça qu'on ne le voit pas très bien encore, mais elles ont désormais cette capacité, cette chance inouïe, alors là évidemment je ne parle que des occidentales, de pouvoir s'affranchir des diktats et vivre leur corporéité de façon à la fois singulière et libre. Ce qui donne, appliqué librement à mon sujet, la chose peut se dire ainsi. Par le travail quotidien qu'elle fait sur son apparence, une femme entre dans un processus d'enrichissement de son être qui passe par le choix qu'elle fait d'une auto-représentation d'elle-même. Loin de l'assimiler au statut d'objet, cette démarche d'ornement la fait advenir comme un sujet, le paraître redouble alors l'être, comme on dit, redoubler d'attention. Il l'augmente, l'intensifie. Pas évident pour toutes les femmes d'arriver à ce renversement quand on se regarde dans le miroir. Oui, absolument. Et non seulement ce n'est pas simple, c'est même parfois très douloureux, notamment pour les femmes qui ont soit des aspirations, soit des corps qui n'entrent pas dans les cases qu'on leur impose. Mais j'allais dire, c'est des cases qui sont tellement étroites, c'est le cas de le dire, que finalement, nous sommes toutes confrontées à cette espèce d'impossibilité de souscrire aux attentes qui pèsent sur nous en matière esthétique. C'est peut-être pour ça que nous pouvons aussi nous en affranchir. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que les femmes ne sont pas dupes et que même si elles subissent des injonctions et parfois elles en souffrent, elles peuvent prendre de la distance. Plus quasiment aucune femme ne souscrit au modèle commun, qui est un modèle quasi pubère de beauté féminine. Vous êtes sûr de ça ? Alors, que nous avons cette capacité à... Ah oui, oui, je suis sûr que la capacité existe, mais je trouve que dans la société aujourd'hui, il y a encore des frilosités qui empêchent ça. Je crois que c'est important en tout cas d'en parler. Oui. C'est important aussi, et en France on est singulièrement en retard, de faire en sorte que les modèles, si je puis dire, les idéotypes de corps féminin se diversifient. C'est absolument incroyable d'observer à quel point les femmes qu'on nous propose en modèle sont des clones. Dans les pays anglo-saxons, on est beaucoup plus détendu par rapport à ces questions et tous les corps, dans toutes leurs formes et dans toutes leurs couleurs, sont bien davantage représentés qu'ils ne le sont en France. Ce matin, je voyais, en venant enregistrer cette émission, je voyais dans le métro une publicité qui disait c'était pour vendre des manteaux avec des poils. Et le slogan était « Les Parisiennes ne veulent plus s'épiler ». Alors que là, il y a aujourd'hui... Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Les jeunes féministes aujourd'hui mènent ce type de combat, ne plus porter de soutien-gorge, ne plus s'épiler, c'est vrai. Vous êtes passionnante. On ne peut que renvoyer tous les hommes, mais pas seulement, à la lecture de ces deux livres-là. Ils sont... permettent de déceler un certain nombre de choses. Je voudrais qu'on parle de l'actuel, du contemporain aujourd'hui, si on peut situer un peu le féminisme tel que vous le souhaitez, ce féminisme incarné,
que vous incarnez. Quel est-il et que disent la génération née en 2000-2010 On écoute d'abord Rêve de jeune fille, ça date de 1964, c'est la RTF. Et l'ORTF, c'est de l'extrait d'une enquête sur les idéaux des jeunes filles de 15 ans en 1964. Regardez. Je me mets dans l'idée que d'être mariée, je serai encore beaucoup plus libre. C'est peut-être bête, mais... Dites-moi, est-ce que vous estimez avoir... Enfin, que c'est nécessaire d'avoir des expériences sexuelles avant le mariage? Pas pour une femme, non. Pourquoi? Parce que, à mon idée, moi, j'ai envie de rester pure pour mon mari. Mais les garçons, alors c'est quoi? C'est différent de vous? Il sera pas pur, lui. Oui, mais ça fait rien. Je trouve qu'un garçon, quand même, a besoin d'avoir des liaisons. C'est tout à fait naturel. Qu'est-ce que c'est un mari pour vous? C'est quand même quelqu'un qui restera toujours auprès de moi, qui, quand même, fera marcher le ménage. Non, parce que c'est quand même c'est le rôle de la femme, mais qui tiendra quand même une grande partie dans ma vie. Quel est son rôle, alors? Il doit faire son travail. Moi, je trouve que dès qu'il a fini ceci, il doit rentrer à la maison, mais ne plus rien faire. Ce n'est pas son rôle de s'occuper du ménage ou des enfants. Il doit trouver le ménage fait, le repas tout prêt, trouver un foyer calme en rentrant, où il puisse se reposer quand même. Commentaire. Vous vous rendez compte, 50 ans, le chemin que nous avons parcouru depuis 50 ans, moi c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. La condition féminine s'est modifiée dans des proportions inouïes. C'est-à-dire que ce que nous sommes aujourd'hui, comparé à cette... Bon, c'est un petit peu caricatural, parce que dans les années 60, il y avait des femmes qui n'avaient pas du tout la même approche. Mais tout de même, ça montre que le chemin a été... Vous écrivez ceci: les femmes nées dans les années 1980 et 1990 ne s'inquiètent plus d'une éventuelle grossesse, mais se préoccupent de leur orgasme. Elles ne souffrent plus de la cyclicité implacable de leurs règles, mais s'en débarrassent de façon hormonale. Elles ne fantasment plus sur le modèle de la conjugalité maritale, mais multiplient les partenaires et assument leur célibat. Elles ne s'enferment plus dans les canons esthétiques d'un féminin prétendument éternel, mais s'en saisissent pour les distordre et briser les limites binaires de la présentation de soi. Portées par une aspiration à la liberté dans tous les domaines de l'existence, elles réinvestissent le champ corporel pour s'attaquer aux sujets génitaux dont elles se saisissent les uns après les autres. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc GPA, PMA, enfin plutôt dans l'ordre inverse, PMA, GPA. Vous soulignez la redécouverte du plaisir. Et ça, c'est important. Donc, le vaginal, le clitoridien. On a réinventé le clitoris aujourd'hui, c'est aussi ce que vous dites. Il y a eu MeToo qui, comme vous le dites, n'est pas d'abord une dénonciation du porc, mais d'abord une revendication du plaisir possible tel que je le choisis, moi, femme. Est-ce que vous pensez que c'est possible, ou est-ce que là, il y a une aspiration? Vous avez déjà répondu en partie à cette question, mais cette génération, vous pensez qu'elle est majoritaire aujourd'hui? Ou quand le sera-t-elle? Autrement dit, quand aurons-nous, nous, grandi? Ce que j'observe, ce que j'appelle le tournant génital du féminisme, qui est donc l'investissement par une nouvelle génération de féministes, ces jeunes femmes qui sont nées dans ces années 80-90, de ces questions qui ont trait à la génitalité. Alors ce que ça montre d'abord, c'est pas rien, c'est qu'il était un domaine qui était en quelque sorte resté à l'écart du champ des droits et des revendications, le domaine de l'intime, avec toutes ces thématiques que vous avez évoquées, c'est-à-dire qui ont pour point commun de concerner les organes génitaux féminins. Donc les règles et les maladies comme l'endométriose qui peuvent les accompagner, la question des violences obstétricales et gynécologiques, la question du plaisir sexuel et effectivement de sa, si ce n'est de sa découverte, en tout cas de son exploration. Et puis la question de la PMA-GPA, dans tous ces domaines, ce dont il s'agit pour les jeunes féministes et puis pour les autres qui les suivent bien volontiers comme moi, c'est de considérer que la liberté et l'égalité qui ont été revendiquées dans tous les autres domaines auparavant s'appliquent également dans ces domaines. C'est pour ça que
Effectivement, le mouvement MeToo relève, selon moi, de quelque chose qui dépasse de beaucoup simplement, disons, l'interprétation de surface que l'on peut en faire sur le mode de la dénonciation des immondes agresseurs. Ce dont il s'agit, en fait, effectivement, c'est d'une revendication. La revendication à une sexualité enfin épanouissante parce que libre et égalitaire. Et consenti. Et consenti, absolument. Et je considère que cette question du consentement, plutôt que de l'envisager sous un angle un petit peu puritain anglo-saxon sur le mode de la formalisation a priori des relations sexuelles, elle renvoie au contraire à quelque chose que nous savons tous très bien, je veux dire, par la pratique simplement, c'est que toute relation amoureuse et sexuelle est traversée comme un fil rouge par cette question du consentement. Et qu'à chacune de ces étapes, que ce soit dans le moment de la rencontre des personnes, le moment de la rencontre des corps ensuite, à chacune de ces étapes, nous avons la possibilité de signifier à l'autre, et là je parle des hommes comme des femmes, ou des femmes entre elles ou des hommes entre eux, nous avons la possibilité de signifier à l'autre que oui, nous voulons continuer, ou non, nous voulons arrêter, oui, cela nous convient, non, cela ne nous convient pas. Quand c'est entendu et quand le consentement est appréhendé pour ce qu'il est, c'est-à-dire une dynamique mutuelle, réciproque, un langage réciproque. Moi, je dis que c'est un langage de désir réciproque, donc tout va bien. Et c'est quand l'un des partenaires ne reçoit plus les signaux ou prétend ne pas les recevoir et ne pas les comprendre que les choses se gâtent et qu'on bascule du côté de la violence. Vous parliez de MeToo aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une revendication sur les violences faites aux femmes, quel que soit l'endroit, les modalités, etc. Vous parliez de MeToo. On peut avoir l'impression, comme observateur, que ceci se dit plus aux États-Unis qu'en France. Est-ce qu'il y a une spécificité française, un retard français dans la parole des femmes? Deuxième question qui est annexe, parce qu'au-delà de la dénonciation, il faut le judiciaire qui suit. Il y a peu de judiciaire qui suit. Dans votre question, moi, ce que je retiens, c'est le mot observateur. Qui m'arrête parce que je pense précisément que l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo sont l'occasion d'une implication absolument inédite des hommes dans ces questions et dans les revendications féministes. Non, quand je dis observateur, c'est comme journaliste. Oui, ouais, voilà. Mais je me suis... Comme homme, ça m'a terriblement abîmé. Abîmé? Oui, abîmé, parce que c'est effectivement se rendre compte qu'on n'a pas perçu la dimension de la question du harcèlement, par exemple. C'est vrai que, alors qu'on fait attention, enfin, je veux dire, on est dans des métiers où on fait encore attention à ce genre de choses, même s'il y a des dérèglements aussi dans nos métiers et qu'il y a des mains au cul dans nos métiers aussi, bien sûr. Mais je veux dire que, un certain nombre de gens qui sont autour de moi, des hommes qui sont autour de moi, on se sont pris un coup de bambou monstrueux parce qu'effectivement, on n'avait pas dimensionné, ou en tout cas pris à sa juste mesure la question. Non plus, je trouve. Et on ne l'avait pas dit. Enfin, moi, j'ai traversé des expériences dans ce milieu du cinéma. Et après, au moment de MeToo, j'ai revécu tous ces moments. Et je me suis dit, mais j'ai entendu ça, j'avais rien dit, j'ai rien dit. Donc, quand je parle de culpabilité à mon endroit, elle est aussi là. Et le mouvement MeToo, pour moi, il est salvateur pour ça aussi. Pardon, je vous ai interrompu. Oui, non, mais c'est intéressant parce que ce que j'entends dans vos témoignages, pour le coup, c'est quelque chose de l'ordre de... Vous êtes un petit peu sonné par tout ça. Absolument. Moi, ce que j'aimerais bien maintenant, une fois passé le coup de bambou et l'étourdissement et le silence, la sidération qui le suit... La sidération, oui. Voilà, et il faut passer à l'étape suivante qui est précisément de prendre votre part dans ce mouvement. Les féministes et les femmes ont besoin des hommes dans ce combat pour repenser, redéfinir les relations entre les femmes et les hommes et voilà, affronter un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes communs en réalité. Sur la dimension judiciaire, oui. On a l'impression que ça ne suit pas. Et la spécificité française. Est-ce qu'en France, on est tellement gaulois que ça se dit moins qu'aux États-Unis? Me conduire. Bon, certaines pensent effectivement qu'il y a une spécificité française, qu'il y aurait une spécificité française, une forme de doux commerce entre les sexes, enraciné dans des traditions galantes. C'est pas ma position. Enfin, on peut le dire parce que c'est une façon aussi de se dédouaner, mais j'ai tendance à penser que malheureusement, sur ce sujet, non seulement il n'y a pas de différence entre la France et les États-Unis, mais pas plus qu'il n'y en a avec l'ensemble des pays. C'est-à-dire que c'est comme une sorte d'invariant des relations entre les femmes et les hommes partout dans le monde que cette potentialité de la violence et de la prise masculine sur les corps féminins.
Pour ce qui est du judiciaire et du traitement politique de ces questions, je suis un petit peu perplexe effectivement par ce que j'observe. Il ne se passe effectivement pas grand-chose, ou alors des solutions, disons, un peu vaines. Hein, voilà. Ce qui me paraît crucial, c'est de permettre aux femmes qui subissent ces violences non seulement de parler, mais d'aller un peu au-delà de la simple parole, c'est-à-dire de pouvoir éventuellement porter plainte et d'être accompagnées jusqu'au bout dans le processus, puisque, comme on le sait, il y a un nombre absolument infime de cas qui sont vraiment pris au sérieux par la justice. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui. Montrez-nous. Alors, n'ayez pas peur, ce n'est pas un objet castrateur, même s'il y ressemble. C'est un coupe-papier. Un petit coupe-papier japonais qui appartenait à ma grand-mère, qui est important pour moi parce que, d'abord, il renvoie à l'écriture et à l'écriture de lettres, à la correspondance. J'aimais beaucoup, quand j'étais petite fille et jeune fille, écrire, à ma grand-mère notamment, mais pas seulement. Et puis, cet objet, je m'en sers de moins en moins, voire quasiment plus jamais, puisque on n'échange plus de lettres entre nous, et c'est bien dommage. Qu'avez-vous entendu de votre voisine? J'ai beaucoup, j'apprends. Moi, je suis venu écouter et entendre. Enfin, moi, ce qui me parle profondément, c'est la violence à laquelle sont exposées les femmes quotidiennement, et je ne vois pas comment, je ne l'ai pas vu plus. Et le mouvement MeToo a permis, selon moi, moi, j'ai l'impression qu'on est dans un moment d'éducation des hommes. Je sais que vous avez dit ça au départ et vous avez tiqué là-dessus, mais il me semble qu'on en est vraiment là. On avait besoin de ce choc, et je suis assez pessimiste sur l'issue de tout ça, mais voilà, choc après choc, peut-être qu'on va apprendre. Et après, vous abordiez la question de l'intime qui, moi, me touche. Et voilà, donc en fait, vous m'avez juste donné envie de lire votre livre. Merci. Je crois, tout simplement. Merci. Pause musicale, et ensuite on va parler des États-Unis et de la torture, enfin la peine de mort. Je vous propose un moment musical avec Elle, chanson. Elle, c'est la lettre de Raphaël Lanader, un troisième album, à la fois poétique et réaliste. Voici Laissez passer. Elle est accompagnée au violoncelle par Julien Lefebvre et Guillaume Latil. Musique. Moi, je ne sais rien faire de mieux que de laisser passer l'hiver un peu, que de laisser la peine se taire. Sans tes yeux verts, j'hiberne. Je sais rien faire de mieux. J'attends que passe le vent, la neige. J'attends que tout s'efface. J'attends le printemps. J'attends que cesse le cortège des nuits sans fin. J'attends que marre le sortilège de ta peau. J'attends l'heure des beaux jours nouveaux. Je veux qu'on change de décor, qu'on change. Parfois je dors. Moi, je ne sais rien faire de mieux que de laisser passer l'hiver un peu, que de laisser la peine se taire. Sans tes yeux verts, j'hiberne. Je sais rien faire de mieux. Je veux que roule les feuilles mortes, les fêtes, je veux que s'arrête la cohorte des foules. Je veux des jours longs sous le soleil, des cigarettes, des garçons roux, du houblon au reflet vermeil, le fleuve qui coule, un point c'est tout. Je veux que plus rien ne soit pareil, plus rien, qu'on soit demain.
Je ne sais rien faire de mieux que de laisser passer l'hiver un peu, que de laisser la peine se taire. Sans tes yeux verts, j'hiberne. Je sais rien faire de mieux. Musique donc, et c'est intéressant parce que c'est intéressant de voir comment, comment le sujet est toujours fait parler. Hein, fait parler. Florent Vassaux, parlons de quelque chose auquel on tient beaucoup à Des mots de minuit. Ça fait des années que je conclus cette émission en disant la peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, notamment. Il y a d'autres pays, l'Iran se pose là, la Chine se pose là, etc. etc. Mais pour le coup, et c'était la question que je vous posais tout à l'heure, c'est vrai que la peine de mort vous a occupé 2 fois dans votre vie de documentariste, avec Oncle, qui est un premier film, et aujourd'hui avec Lindy Lou Juret. Quels sont les jurés numéro 2, quelles sont les conditions de réalisation de ces documentaires? Comment est-ce que, je parlais tout à l'heure de road movie pour Lindy Lou, juré numéro 2, comment est-ce que ça a pu être mis en place? Donc, une femme, 20 ans auparavant, a voté la peine de mort dans un jury aux États-Unis. La personne a été assassinée légalement. Et 20 ans après, elle est hantée, coupable, honteuse d'avoir voté la mort. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez connaissance de ce fait? À partir du moment où je la rencontre et où elle me fait part de cette culpabilité qui l'habite depuis plus de 20 ans, j'ai immédiatement l'envie d'en faire un film. Mais je ne sais pas comment. Et je ne sais pas surtout comment lui proposer. Parce que quand on l'a rencontrée la première fois, c'était la première fois qu'elle livrait cette histoire. Et elle s'en était ouverte un peu à sa famille, à ses amis, mais ça avait été difficile et à personne de l'extérieur. Elle en avait perdu. Et elle en avait perdu entre-temps. Elle avait perdu des amis. Qui n'avaient pas accepté sa démarche. Donc je me retrouvais aussi dépositaire de sa parole, d'une certaine manière. Et il me sentait, c'était aussi de ma responsabilité, je trouvais d'en faire quelque chose. Mais comment raconter ce trajet, ces 20 ans, dans un film, sans que ça devienne un film d'interview, où on la poserait, où elle se raconterait. Ça m'a pris un peu de temps pour le trouver. Mais on était resté en contact avec Lindy, parce qu'avec nous, elle s'était ouverte, et puis tout à coup, elle pouvait nous parler librement, ouvertement, avec des gens officiellement contre la peine de mort, ce qui, il n'y en avait pas beaucoup dans son environnement. Et elle me disait, elle me faisait part de ça. Elle ne comprenait pas son incapacité à surmonter ce traumatisme 20 ans après. Pour la situer, est-ce qu'aujourd'hui elle est abolitionniste? Certains ont envie de la voir abolitionniste. Moi, je ne la vois pas encore comme une abolitionniste. Je pense qu'elle est... La question lui a été posée à une projection hier, parce qu'elle était en France. Je pense qu'on est abolitionniste ou on ne l'est pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Et elle répondait, je crois que je suis à 95% abolitionniste. Ce que dit votre film, c'est cet endroit où le sujet intervient. C'est-à-dire que je suis pour la peine de mort dans mon pays, comme citoyenne américaine qui, par ailleurs, est policière ou shérif, je ne sais plus. Mais du moment où j'ai à décider de la donner à quelqu'un, arrive la question du sujet intimement coupable de l'avoir fait. Et c'est en ce sens que, effectivement, ce que vous dites, elle n'est pas évident qu'elle soit abolitionniste aujourd'hui pour autant. Non, elle dit qu'elle y arrive, mais oui, elle est aboliste pour elle. Non, elle n'a pas de... Elle n'est pas devenue une figure militante, en tout cas. C'est pas quelqu'un qui... Elle ne porte pas un combat. Le combat qu'elle porte aujourd'hui, il est peut-être dans son entourage direct. Mais elle, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut, c'est que sa famille, ses amis l'écoutent et accèdent à des questionnements au lieu de rester figés sur des positions. Elle voudrait juste qu'un questionnement soit possible, en fait. Je crois que c'est surtout ça. La voici dans son questionnement, dans ce périple. Elle va retrouver un à un les différents jurés. Ils sont 12. C'est pas 12 hommes en colère, mais c'est 12 jurés en colère qui décident la peine de mort à l'unanimité. C'est
pour ça que la sentence a été exécutée. Voici Lindy Lou. I went in there basically like every other juror, probably with the thought that, yeah, I won't have a problem giving the death penalty. But while I sit there, something in me changed. And when it came time to really say that this man should live or die, I didn't want to do it. I did not want to give him the death penalty. I thought he deserved the death penalty. I know that may not be what you want to hear. No, that's fine. That's fine. I'm not here to change your mind or, try to sway you anyway. No, I just think he brutally murdered 2 women. And to me, he just deserved the death penalty. I shouldn't say that, but he looked evil to me. And he just scared me to death. He had those black eyes and he wouldn't look at anybody. And he acted like he just didn't care about anything. And I thought, you should try to help yourself by just maybe looking at someone and, trying to, on TV, they're always saying you're developing a relationship with a juror by looking at them. I don't know whether that really show them happens that you're or not. human anyway. Yes, it would show that he was human if he just looked over and looked sad or something. But he didn't look sad. No matter what they said about him, he just looked the same way. Well, did anybody come in his defense? No. No. There was no defense for him. Dispositif dans votre film, c'est elle qui pose les questions aux autres jurés, et c'est vous qui, dans la voiture, quand elle fait son parcours autour de la ville de Jackson, au Mississippi, c'est vous qui lui posez des questions. Quand on la regarde là, on a l'impression que c'est une personne forte. Peut-être le seul moment où on la sent dans la fragilité, c'est quand elle retourne pour la première fois dans le tribunal et où elle se remémore le moment de dire oui au juge, et quand elle dit j'avais les mouchoirs dans les mains, je pleurais sans arrêt, etc. etc. C'est le seul moment où on a l'impression de la sentir un peu fragile. Sinon, elle a l'air forte dans sa culpabilité. Oui. Enfin, dans son questionnement. Mais en fait, pour moi, elle est forte. Je pense que ce qui l'a construite et ce qui lui a donné cette force, c'est la solitude dans laquelle elle a été plongée pendant 20 ans. Moi, je trouve que ça transparaît dans le film. C'est qu'on voit une femme, et on le perçoit surtout dans les scènes avec son mari, on voit une grande solitude chez cette femme qui n'a jamais pu parler de ce qu'elle avait traversé, puisque dès qu'elle essayait d'en parler, on lui opposait une fin de non-recevoir. Et donc, sur cette solitude, je pense que quand la proposition du film est intervenue et que tout à coup il s'est agi de libérer cette parole, et c'est ce qu'elle dit aujourd'hui d'ailleurs, elle dit en fait le film m'a permis d'avoir une voix, ce que je n'avais pas. Alors si le film peut servir à ça, tant mieux, mais je pense qu'elle a saisi l'opportunité et du coup c'est la force de son témoignage aussi et d'elle. Avec une ambiguïté, puisqu'elle demande à rencontrer la personne qu'elle a condamnée à mort, c'est Bobby Wilcher. Hein, Wilcher. Et donc elle peut le rencontrer le jour prévu de son exécution. C'est la première fois elle le rencontrera. Et à ce moment-là intervient un sursis supplémentaire. Et donc ils vont établir une relation. Et Wilcher va tomber amoureux d'elle, ce qu'elle vous confie en lisant les lettres qu'il lui envoie, et elle ne dément pas, puisqu'elle n'est pas dans une relation de ce type avec lui. Là c'est aussi un moment très ambigu. Oui, alors l'ambiguïté est dans le film, et c'est dit, c'est un peu en suspens. En réalité, ils ne se sont connus que 3 mois, puisque le sursis a duré 3 mois. Et ces 3 mois-là ont été un bouleversement complet pour Lindy. Elle allait juste demander pardon à cet homme, et puis elle se retrouve entraînée pendant 3 mois à devenir son amie dans quelque chose qui la dépasse totalement. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette relation entre eux, alors lui est sans doute tombé amoureux d'elle, mais il n'avait pas eu de visiteur depuis 15 ans, à part ses avocats. Donc c'est la seule femme qu'il avait vue depuis 15 ans, avec qui il avait un échange. Mais surtout, elle n'a pas osé lui dire qu'elle n'éprouvait pas les mêmes sentiments pour lui. Alors il y a sûrement eu un trouble, il y a peut-être eu quelque chose, mais elle ne s'est pas sentie amoureuse de lui, et elle ne lui a jamais dit. Elle a un peu entretenu ce trouble vis-à-vis de lui, et selon moi, ça a ajouté une couche de culpabilité chez Lindy, parce qu'elle s'est sentie dans le mensonge
à son égard. Comment est-ce que vous la sentez aujourd'hui? Vous disiez qu'hier soir, elle était à une projection. Est-ce que vous la sentez encore avoir évolué par rapport au moment du tournage? Oui, très clairement. Le film se termine, je ne dévoile rien, mais elle est au volant et elle raconte, on pressent que ce voyage l'aide, mais je pense ce qui l'a le plus aidé, c'est la réception du film, et surtout aux États-Unis, chez ses pairs, entre guillemets. On avait présenté le film pour la première fois dans le Missouri, qui est quand même un État du Midwest, donc finalement assez proche dans les mentalités du Mississippi duquel elle vient. Et le jour de cette première et l'accueil qui lui a été réservé, je pense, a tout changé chez elle. C'est que soudain, elle s'est dit, en fait, ma voix... Je ne suis plus seule, ma voix est légitime, ma voix peut porter. Et il y a des gens, même conservateurs, comme dans mon État, qui peuvent être réceptifs. Et à partir de là, voilà, c'est le trajet du film aujourd'hui, je pense, qui peut l'aider, ou en tout cas qui l'aide à évoluer. Un mot sur la région où elle habite, où elle a été sollicitée pour être membre du jury. C'est Jackson, c'est le Mississippi, c'est profondément croyant, c'est profondément religieux, ce que souligne votre film sur un certain nombre de plans de coupe. Comment est-ce que vous avez rencontré cette région? Qu'est-ce que vous en retenez? J'en retiens plus de complexité que ce que j'avais bien voulu voir ou percevoir au départ. C'est-à-dire que évidemment c'est le Sud, c'est pas que très conservateur, c'est en réalité l'État le plus conservateur, le plus religieux des États-Unis. Mais c'est aussi le plus généreux. C'est l'État où les citoyens donnent le plus aux œuvres caritatives, etc. Donc très accueillant aussi. Donc moi, ce que je voulais faire vraiment dans le film, c'est que j'ai l'impression que c'est une Amérique qu'on a beaucoup vue, notamment pendant l'élection de Trump, et largement caricaturée. J'ai l'impression d'avoir surtout vu une bande d'abrutis s'exprimer aux informations tout le temps, et j'ai l'impression que nous, Européens, on allait un peu chercher ça, quoi. Et quand je suis arrivé là-bas et que j'ai rencontré ces gens, qui sont tous blancs d'ailleurs, hein, quasiment, mais j'ai essayé d'y trouver un peu autre chose, quoi. C'est très facile d'aller là-bas pour aller chercher la caricature. Et j'avais justement envie, non pas de leur donner une chance, mais simplement d'être un peu plus juste avec eux, et de voir que s'il y a un objet de réflexion à leur proposer, eh ben, c'est aussi une Amérique qui réfléchit. Comme l'incarnation de Cindy Lou. Oui, de Lindy Lou. De Lindy Lou. Pour le coup, c'est la complexité du lieu quand même. C'est exactement ça, c'est l'incarnation de la complexité du lieu. On reparle de la peine de mort aux États-Unis dans une seconde. Je voudrais qu'on regarde un extrait de votre film précédent, Honk. Ça date de 2011. Et Honk, c'est le klaxon, c'est le bruit du klaxon. Et c'est une manière, là où sont les couloirs de la mort, pour les abolitionnistes, d'aller dire non à la peine de mort. Et Honk, c'est notamment le klaxon d'une mère dont le fils est dans le couloir de la mort. Et dans votre film, dans Honk, il y a le témoignage d'un historien qui évoque la manière dont les Américains considèrent la peine de mort. Comment est-ce qu'ils la vivent, entre guillemets? In this country, the death penalty is reserved for people who were convicted of extremely violent offenses against individuals. So most Americans have nothing in common with death row inmates. They are the easiest group of people in America to have no sympathy for, to not think about, or to not care about. Society has condemned these people as less than human. We call them monsters, garbage, scum, filth, vermin, trash. We dehumanize them. So to kill them is not to kill a person, it's to just get rid of garbage in our minds. So using the death penalty is not seen as being violent. It's just making America better, to purify America by getting rid of subhumans. Ouch. Ouais. Rick Alperin, c'est un immense abolitionniste. C'est un professeur formidable. Enfin, quelle rencontre à l'époque d'avoir pu
d'avoir pu le filmer. Est-ce que 2011-2018, est-ce que vous avez senti le début d'une évolution dans l'Amérique et la peine de mort? Là où on a fait le deuxième film, dans le Mississippi, j'ai envie de vous dire absolument pas, non. non. Alors on a espéré à une époque chaque année qu'un État de plus abolisse, mais il y en a... Aujourd'hui, il reste combien? 30 États qui... 34, je crois. 34. 34, ouais. Le Mississippi, c'est aussi le pays l'État qui a les lois les plus restrictives pour ce qui concerne le droit à l'avortement. Oui. Depuis tout à l'heure, je pense beaucoup à ça parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'est une question pour les féministes américaines cruciale. Mais cette Amérique qui est pour la peine de mort, c'est la même qui est pour l'avortement. C'est curieux parce que le slogan de ceux qui sont pour l'avortement, enfin contre l'avortement, pardon. Voilà, les pro-life. Mais en même temps, ils sont pour la peine de mort. Donc c'est. Je crois que vraiment, je crois que c'est mon premier ou deuxième jour à Jackson. Quand je suis arrivé, je traverse une rue et à un carrefour, il y avait une femme seule avec son panneau contre l'avortement qui passait la journée là. Et quand on arrive là et qu'on voit ça raconte quand même quelque chose d'un pays. Ouais. Dans Honk, il y a aussi je ne sais plus comment il s'appelle, il y a ce condamné à mort qui a passé... Curtis McCarthy. Voilà, qui a passé 14 ans dans les couloirs de la mort et qui a fini par être libéré parce qu'il a été innocenté. Comment est-ce que vous rencontrez cet homme? Que vous dit-il? Comment est-ce que vous le percevez, cet homme? Qui a l'air assez joyeux finalement quand il montre la prison en disant c'est l'endroit où je ne viendrai plus, il n'est pas du tout triste, il n'est pas du tout accablé. Ah oui, je ne le vois pas tout à fait comme ça, moi. Curtis, je crois que c'est la personne qui avait le discours le plus articulé que j'ai pu croiser lors de ce... Il a eu le temps d'y réfléchir, mais c'est pas... Non, mais c'est quand même étonnant. On se dit 21 ans dans le couloir de la mort, on parle de déshumanisation de ces hommes qui ne sont plus des hommes, et on se retrouve face à quelqu'un que moi j'ai trouvé vraiment brillant, quoi. Mais ça m'étonne parce que moi je ne le vois pas joyeux. Je pense qu'il a pas joyeux, serein, oui. Intranquille. Intranquille, oui. Intranquille, mais c'est difficile pour moi de vous répondre parce que j'ai appris que je crois qu'il n'est pas. Aujourd'hui, je crois qu'il ne va pas très bien. Donc je sais pas ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là. C'est vrai que je sais que ce petit tournage qu'on avait fait ensemble sur quelques jours avait été une parenthèse effectivement assez joyeuse pour lui et son père, parce que le film d'ailleurs son père apparaissait dans le film, et je sais que c'était un moment qui était précieux pour lui. Alors peut-être que ça a transparaissé dans les... Moi, tout ce voyage, je l'ai traversé, ça a été tellement une claque pour moi que j'ai eu du mal à y trouver beaucoup de... Vous ne vous attendiez pas à ça, à cette, je ne m'attendais pas, à cette violence institutionnelle? Ouais, je ne m'attendais pas, exactement. Enfin, l'ouverture de Honk, c'est une famille qui se rend à une exécution dans une voiture, et je suis seul avec ces 3 femmes dans la voiture, voilà. Et ça, c'est ma rencontre avec la peine de mort, c'est ce moment-là, ce moment où 3 femmes décident d'aller assister à l'exécution du meurtrier de leur mari ou parent. Et là, je prends la mesure de ce qu'est la réalité de la peine de mort. Et c'est aussi ce qui m'intéresse avec Lindy Lou, c'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les idées qu'on veut être pour ou contre la peine de mort, enfin en l'occurrence pour, tant qu'on n'a pas approché la réalité de la peine de mort, on n'a aucune idée. On parle de Lindy qui arrivait dans ce procès totalement ignorante sur la manière dont fonctionnait la justice de son État, persuadée d'avoir un monstre en face d'elle. Et ben, au fur et à mesure des 7 journées du procès, le monstre est devenu un être humain. Ouais. Et du coup, c'est devenu beaucoup plus compliqué pour elle d'arriver à une décision. Et même chose sur cette famille qui va assister à l'exécution du meurtrier de leurs parents. Il n'y a pas de satisfaction, ça n'apaise en rien quoi que ce soit. Moi, il me semble, et d'ailleurs c'est très parlant ce qui se passe. Ils arrivent sur un parking au milieu de la nuit, puisque l'exécution va être à minuit. Et sur ce parking, elles sont les victimes. Rien n'est fait pour elles. Elles attendent, une vieille dame, elles s'asseyent sur le trottoir face à la famille du futur exécuté. Elles sont en face là à attendre que quelqu'un leur dise quoi faire. C'est-à-dire c'est un mépris total pour tous, quoi, pour les deux côtés. J'ai une dernière question, avant de vous demander si vous avez un objet avec vous. Vous êtes monteur par ailleurs, vous faites dans le cinéma français. Comment vous voyez évoluer le cinéma
que vous montez, les images que vous montez? Est-ce que c'est plus intéressant? Est-ce que c'est plus subtil? Celui que je monte, non, mais c'est très délicat pour moi. J'aurais pas dû vous dire ça tout à l'heure. C'est que, oui, je me retrouve parfois à monter des films qui ne sont pas du tout les films que j'irai voir en salle, mais le travail du montage me passionne. Comment je vois l'évolution, de la même manière que je ne peux pas parler des États-Unis comme d'un tout qui est très divers, c'est pareil pour le cinéma. Et le cinéma français est d'une richesse infinie, il faut le reconnaître. Il y a une chose que je vois en tout cas transparaître sur les comédies, parce que il m'arrive de monter des comédies, c'est cette tendance de la comédie de récupérer une forme de dimension sociale. Voilà. Et ça, c'est un trait qui me gêne un petit peu. J'ai du mal à trouver beaucoup de sincérité dans cette manière de récupérer des thématiques sociales et les injecter artificiellement dans les comédies. Toujours dans cette dimension-là, en technique de montage, est-ce que quelque chose bouge? Est-ce que c'est monté de manière beaucoup plus séquencée, beaucoup plus courte? Ou au contraire, non? Est-ce que ça n'a pas changé? Et est-ce que vous avez beaucoup de liberté d'appréciation dans la manière dont vous montez? Ou est-ce qu'au contraire... Ça, c'est plutôt la rencontre avec le réalisateur qui le permet, le degré de liberté qu'on a. Oui, moi j'ai le sentiment d'être assez libre, notamment sur... On monte de plus en plus les films, alors peut-être moins dans le cinéma d'auteur, mais sur le cinéma un peu plus commercial ou traditionnel, on monte en parallèle du tournage. Donc souvent, le réalisateur en fait, est en train de tourner, et nous, on reçoit les scènes du jour et on les prémonte. Donc sur tout le choix des prises, même si le réalisateur m'a dit ce qu'il préférait, moi, je n'écoute que moi, en général. Et toujours. Ouais, voilà. Moi, je regarde. Le plus important dans le montage, finalement, c'est le visionnage des images et des rushs, cette première vision qui nous donne le sentiment premier dont il faut se souvenir pour la suite du montage. Est-ce que vous avez un objet avec vous? J'ai pris un objet avec moi, ça a été très difficile. Alors j'ai pris, parce que j'y réfléchi, j'avais peu d'objets dont j'étais attaché, et puis j'ai pensé qu'en fait, j'avais commencé à une époque une espèce de collection de cravates moches. Donc j'ai amené quelques cravates moches, mais pour deux raisons. Voilà, donc elles sont assez moches, j'en ai plein, j'en ai beaucoup d'autres, mais là j'ai pris ces deux-là. Je crois que j'ai pris ça parce que ça correspondait... Ce sont les cravates de Trump, non? Alors j'aurais pu, non, j'en avais une américaine. Parce que là, je ne porte pas de cravate. J'imagine que ces cravates ont été à la mode à une époque, ont été un signe d'élégance, et le fait qu'aujourd'hui on puisse les réutiliser. C'est dur à dire pour des cravates moches. Non, mais c'est important pour moi parce que c'est vraiment des moments joyeux. Je mets une cravate que pour des moments joyeux, à savoir un anniversaire, et je mets une cravate moche. Celle-ci, elle est tout de même historiquement. Et il y a les Twin Towers sur celle-là. Non, celle-là, elle est. Je vous les rends. Non, merci. Je vais les ranger, moi aussi. Voilà, c'était un peu plus léger que la peine de mort. C'est sympa, mais bon, voilà, on vous les laisse. Qu'avez-vous entendu de votre voisin? Des choses qui résonnent beaucoup, parce que figurez-vous que dans une autre vie, avant de travailler sur ces questions de féminisme, je travaillais sur les rapports entre politique et religion, et spécifiquement dans le contexte américain. Vous êtes spécialiste de sciences politiques. D'accord. Voilà. Voilà, ça résonne avec... Enfin, l'Amérique que vous donnez à voir, je la connais un petit peu, mais sous ce prisme-là. Et ce que j'ai apprécié dans votre façon d'en parler, c'est de dire que les choses ne sont pas si simples, que la façon dont nous les percevons de ce côté-ci de l'Atlantique. Moi, je me souviens avoir travaillé sur cette question de la laïcité américaine. On a l'image d'un pays... Alors maintenant, c'est encore plus compliqué de le dire, parce que depuis Trump, les choses ne vont pas dans le bon sens. Mais voilà, les Américains sont plus subtils qu'on veut bien dire. Croire. Je pense aussi. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Donc, Lindy Lou, juré numéro 2, c'est votre film. Il sort quand? Il sort le 10 octobre, donc il est sorti déjà. Il est déjà sorti, très bien, allez-y. Voilà. Et puis on a parlé de Joseph Andras, publié chez Actes Sud. Tout au début de cette émission, c'était un conseil de lecture. Allez-y, n'hésitez pas. Ça parle de droits humains et de zones grises dans les histoires des républiques, aussi démocratiques soient-elles. Camille Froidevaux-Métairie, Philosophie Magazine, éditeur, Gallimard, même chose, conseil, non pas de lecture, mais conseil pour le coup d'intelligence. La révolution du féminin, c'était chez Gallimard, c'était il y a 2 ans. 3 ans. Et puis Le corps des femmes, la bataille de l'intime, ça sort aujourd'hui. Enfin oui, ça sort aujourd'hui. Et ça prélude à un livre encore plus conséquent.
Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis on a parlé aussi de Elle, chanson. Que voulais-je ajouter? Que la peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis, mais ça vous l'aurez compris, vu le sujet, l'un des sujets de l'émission. Par ailleurs, il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises. C'est des mots de minuit, vous y étiez chez vous, à la prochaine fois. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.